Également à la rétrospective de la semaine, le tout-puissant Mazembe termine ce dimanche la manche allée de la Lina Foot en tête du site Centre-Sud. Résultat obtenu grâce à son match nul face au FC Saint-Éloi Lupopo, un but partout. Ouverture officielle de la COP 21 ce lundi 30 novembre. Il est estimé à près de 50 000 le nombre de participants attendus à cette rencontre de Paris sur l'environnement. Un forum aux grands enjeux pour la planète qui devra aboutir à un accord visant à maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés Celsius. Le chef de l'État fixe l'opinion sur la convocation du dialogue politique national tant attendu. Ces assises auront bel et bien lieu incessamment, dixit Joseph Kabila. Dans ce journal, nous décortiquons les grandes lignes de cette adresse avec Joseph Bangakia, président de Nouveau Républicain pour la justice et cadre de la majorité présidentielle. Le président de la République annonce la convocation d'un dialogue politique national inclusif. L'information a été livrée samedi soir à travers les antennes de la radio-télévision nationale. Ce dialogue s'impose à nous, dixit Joseph Kabila Kabange. On écoute cet extrait. Nous en sommes arrivés à la conclusion que seul le dialogue peut, une fois de plus, permettre à notre nation de prévenir une crise pouvant surgir du fait de la non-résolution en toute responsabilité des problèmes posés. Ce dialogue s'impose à nous. C'est en effet à travers un consensus responsable que nous pourrons donner une chance à la relance de notre processus électoral en lui conférant toutes ses lettres de noblesse, à savoir la conformité aux standards internationaux, notamment sa crédibilité, son inclusivité et surtout son apaisement. C'est aussi à travers cette voie que nous garantirons la stabilité et la paix chèrement acquises avant, pendant et après ce processus, par-delà nos divergences d'opinion. C'est seulement de cette façon que nous assurerons enfin notre héritage commun, la République démocratique du Congo, toujours exposée hier comme aujourd'hui à une menace constante de déstabilisation. Ainsi, après avoir recueilli vos avis directement et à travers ceux qui ont porté vos préoccupations aux consultations, mes chers compatriotes, j'ai décidé ce jour de la convocation d'un dialogue politique national inclusif et de la mise en place subséquente d'un comité préparatoire pouvant régler tous les aspects liés à son organisation. Je l'ai annoncé au sommaire, Joseph Bangakia, président de Nouveau Républicain Énergie en sigle et cadre de la majorité présidentielle et l'invité de ce journal. Merci d'être avec nous sur ce plateau, Joseph Bangakia. Bienvenue. Merci pour votre aimable invitation. Je l'ai annoncé, vous êtes cadre de la majorité présidentielle, mais également président de votre propre parti politique, les Nouveaux Républicains. Pour la justice. Pour la justice énergie. Vous avez suivi avec nous cet extrait du chef de l'État. Il a fixé l'opinion. Il y aura bel et bien un dialogue politique national inclusif. Que pensez-vous? La date officielle n'ayant pas encore été fixée, mais le chef de l'État a mis en place un comité préparatoire. À quoi devrons-nous s'attendre dans les jours à venir? Je vous remercie. Vous savez, si je veux faire du populisme, si je veux chercher une popularité à vil prix, je dirais, comme le disent certains, non au dialogue, touche pas à ma constitution, tout va bien, on n'a pas besoin de dialogue, allons aux élections comme cela. Mais non, c'est l'heure de la responsabilité, car il y a des vrais problèmes sur la route qui nous sépare des élections. Et au-delà, il y a des vraies questions sur ce que nous voulons pour notre pays,
sur les priorités qui sont celles de notre pays. À vous entendre parler, vous êtes pour le dialogue, mais qui vont participer à ce dialogue? Voilà la plus grande question, Joseph Bangakia. Il y a les pros et les anti-dialogues. D'après vous, est-ce que la situation politique, nous devrons tant s'attendre dans ce jour qui vient, qui est de l'électricité dans l'air, après cette adresse officielle du chef de l'État, qu'il y aura bel et bien dialogue? Je crois que les différents acteurs politiques et de la société civile et les acteurs étatiques, chacun prendra ses responsabilités. Il y avait un moment où il fallait, monter les enchères. Maintenant, c'est l'heure de la décision, l'heure de la responsabilité. Puisque les matières sont des matières liées aux élections, les premiers concernés, ce sont les partis politiques qui participent aux élections. Nous avons un baromètre clair. Il y a eu des élections provinciales, il y a eu des dépôts des candidatures. Les partis qui ont en nombre conséquent déposé des candidatures pour les provinciales, ce sont les acteurs des élections à venir. Ils devront être autour de la table avec les trois composantes habituelles que sont la majorité présidentielle, la société civile et l'opposition politique, et bien sûr les institutions publiques de la RDC. Dans son adresse, le chef de l'État souligne, je cite, qu'après toutes les consultations menées et après avoir donné du temps aux pessimistes et à tous ceux qui se sont prononcés contre le dialogue, de proposer des voies alternatives et crédibles au-delà des affirmations péremptoires, dirigées par principe de ce que le bon sens commande. Nous en sommes arrivés à la conclusion que seul le dialogue peut, une fois de plus, permettre à notre nation de prévenir une crise. À quoi fait-il précisément allusion? Est-ce organiser les élections peut-elle conduire à une crise en RDC? Nous avons connu des crises en 2006 à l'issue des premières élections, en 2011, et nous voyons très bien que s'il n'y a pas de sursaut républicain, en 2016, ça sera pire. Et donc, l'annonce du président de la République, ce n'est pas le renoncement des conditions, des positions des uns et des autres, mais c'est de venir autour de la table, chacun avec son cahier des charges, avec ses exigences, ses conditions, mais dans l'intérêt supérieur de la nation. L'intérêt supérieur de la nation, c'est d'avoir un Congo fort, prospère, uni et développé. Notre intérêt, ce n'est pas que l'élection, le vainqueur de l'élection, soit comparable au vainqueur de la Deuxième Guerre mondiale, où il devra régner sur un Congo en ruine. Ce que nous voulons, c'est que l'élection ne soit que le choix des Congolais, et non pas l'occasion de guerres inutiles, de crises permanentes, car le sang, effectivement, a trop coulé dans ce pays. Parmi les 4 impératifs cités par le chef de l'État qui ont conduit à la convocation imminente de ce dialogue figure notamment le fichier électoral imparfait qui doit être restructuré, mais également le calendrier électoral rendu inopérant ainsi que la sécurisation du processus électoral. On va suivre cet extrait, on se retrouve juste après. Le fichier électoral. Ce dernier soulève en effet une série d'interrogations sur sa fiabilité et son inclusivité. Autant rien n'est garanti à ce jour que tous les Congolais en âge de voter sont inscrits sur les listes électorales, comme en témoigne notamment la problématique de nouveaux majeurs, de Congolais de l'étranger, de déplacés ou réfugiés, retournés dans leur milieu de résidence. Autant rien n'atteste que tous ceux qui sont inscrits le sont légitimement ou même détiennent la nationalité congolaise. La levée consensuelle de certaines options à ce sujet s'impose. Aller aux élections en se basant sur un fichier imparfait avec pour conséquence les contestations prévisibles qui en résulteront, ou régler ces imperfections en amont de tout processus et réduire au maximum en conséquence le risque redouté. 2. Quant au calendrier électoral, il en existe un.
certes voulu global, incluant l'organisation des élections à tous les niveaux. Seulement, il est rendu non opérationnel à ce jour suite aux multiples voix discordantes au sein de la classe politique. Les divergences à ce propos n'ont jamais été réglées également, au point que les premiers scrutins prévus en octobre dernier n'ont pu avoir lieu. 3. S'agissant de la sécurisation du processus électoral, il est de notoriété publique que les élections de 2006, tout comme celles de 2011, ont été émaillées de beaucoup de violences dans quelques circonscriptions électorales. Pour preuve, en 2006, la plus haute juridiction du pays, la Cour suprême de justice, avait été incendiée. À la suite, toujours du même scrutin, en 2007, une guerre a éclaté en pleine ville de Kinshasa, faisant plusieurs morts du fait de la non-acceptation des résultats électoraux. La même situation, ou presque, s'est reproduite en 2011, où des violences ont encore éclaté à Kinshasa et dans quelques villes et localités du pays, avant, pendant et après les scrutins, du fait des altercations entre militants des partis politiques rivaux. Au-delà donc de la sécurisation physique et matérielle des candidats et des électeurs, le problème qui se pose à ce niveau est celui du rôle que devait jouer la classe politique et chacun de nous. Joseph Bangakia, vous avez suivi avec moi cet extrait. Que comprenez-vous par la relance de notre processus électoral en lui conférant toutes ces lettres de noblesse, à savoir la conformité aux standards internationaux? Dixit Joseph Kabila. Est-ce à dire que le mode de scrutin présidentiel, par exemple, doit-il changer en République démocratique du Congo? C'est une piste intéressante. Le président de la République a réfléchi à haute voix. En fait, les élections posent différents problèmes. Le premier, c'est un acte de souveraineté. Est-ce que nous pouvons continuer décemment, 55 ans après l'indépendance, à faire financer une partie importante de nos élections par la communauté internationale? Deuxièmement, au regard de l'étendue du territoire national et de l'état des infrastructures dégradées de notre pays, qui est dû à des longues années d'incurie dans la gestion publique qui a commencé en 60-65. Est-ce que l'élection directe de tous les scrutins est le meilleur mode de scrutin? Et donc c'est une réflexion, on doit savoir ce que nous voulons. Si l'objectif est la priorité au développement, c'est-à-dire le bien-être des Congolais, les Congolais ne mangent pas le nombre de mandats du président de la République. Ils ne mangent pas les débats politiques. Mais le Congolais veut voir la Constitution respectée, notamment par l'organisation des élections. Mais bien entendu que la Constitution sera respectée et ne peut qu'être respectée. Vous savez, la question que le président de la République soulève, si il faut une réponse, ça sera une réponse constitutionnelle. Et c'est là que j'invite la majorité et les institutions à avoir ce courage politique de l'explication. Car le peuple congolais est prêt à comprendre, mais il faut le lui expliquer correctement. Tenez, combien de pays nous connaissons? Je prends l'exemple de la France, où l'opposition a toujours, l'opposition de gauche notamment, a combattu la réforme constitutionnelle de 58, qui était une nouvelle constitution, a combattu la réforme constitutionnelle de 2008 sous Sarkozy, qui était une révision, mais une fois arrivée au pouvoir, la gauche au pouvoir n'a pas changé ce qu'elle contestait et a utilisé les arguments juridiques que cette nouvelle constitution lui a octroyés. Donc, la réflexion du président
n'exclut pas l'alternance, car la MP actuelle peut être battue par l'actuelle opposition, quel que soit le mode de scrutin. Donc ce n'est pas cela le problème. Le problème est, est-ce que nous considérons qu'aujourd'hui, notre priorité, c'est de mettre le maximum d'argent pour le développement économique et social de notre pays. Et je dois vous dire, Madame Bilonda, que tous les pays émergents, tous alors, qui ont su, en 10 ans, 15 ans, 20 ans, changer de statut de pays, de pays pauvres à revenus intermédiaires et après émergents, ils l'ont fait dans une continuité politique. Il y a eu le même pouvoir pendant 15 ans, pendant 20 ans, et après, ces pays ont quitté la pauvreté pour atteindre un stade émergent. Est-ce une justification de la majorité présidentielle pour une éternité à la tête du pays? Le mode présidentiel, le mode du scrutin présidentiel doit-il nécessairement changer ou ça fait partie des réflexions que les délégués à ce dialogue inclusif doivent C'est une réflexion qui a été lancée, qui sera discutée. Il faut en discuter sereinement et non pas de manière dogmatique, genre « touche pas à ma constitution ». Les constitutions sont faites pour être respectées et pour être acclimatisées. Donc, en fait, il faut une acclimatation de la Constitution. On se rend compte, et c'est important que l'opposition écoute aussi la majorité. Parce que c'est la majorité qui prend des initiatives. Dès lors que la majorité veut vraiment qu'on discute de la priorité du pays, c'est important que l'opposition soit réceptive à cette approche de la majorité. Le chef de l'État parle de l'inclusivité, la crédibilité et l'apaisement du processus électoral. Monsieur Bangakia, qu'entendez-vous par là? Ces trois termes ont quand même retenu l'attention de l'opinion. Avons-nous assisté à un processus électoral en 2006 et 2011, des élections qui n'étaient pas crédibles, inclusives, qui n'étaient pas apaisées? Et maintenant, ce dialogue, que va-t-il apporter de nouveau dans ce que nous avons déjà vécu en République démocratique du Congo? Disons que pour les élections de 2011, il y a eu un problème que le partenaire avec lequel la majorité discute a continué à soulever depuis lors, l'UDPS notamment. Ce dialogue permet de vider le contentieux de 2011. Et si les principaux candidats de la présidentielle qui furent Joseph Kabila et Etienne Tshisekedi peuvent se mettre d'accord pour une nouvelle chance en termes de compétition électorale, moi je considère que c'est toute la classe politique qui y gagne. Et l'exigence, la porte qui est ouverte, notamment dans la fiabilisation du fichier électoral, dans la sécurisation des élections, dans des élections transparentes et crédibles, permet maintenant à chaque acteur politique, à chaque parti politique, de convaincre le peuple. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les acteurs politiques, ils ne vont pas vers le peuple pour le convaincre, notamment par rapport à leur projet politique. Mais maintenant, les acteurs politiques sont dans la surenchère politique et médiatique, sont dans l'accumulation de la tension politique. Quelle est la nuance que vous faites entre les deux? En fait, on monte les Congolais les uns contre les autres, notamment avec une mauvaise interprétation de l'article 64, qui ne demande pas aux Congolais de se rebeller, pas du tout. Et d'ailleurs, le deuxième alinéa dit que toute tentative de renversement d'institutions constitutionnelles, ce qui est le cas de celles qui existent, c'est un crime qui est imprescriptible. Donc, au lieu d'aller vers cette surenchère de la tension, discutons. Ce n'est pas donner un chèque en blanc à Joseph Kabila ni à la majorité, car la pierre angulaire, ce sont des élections crédibles. Et maintenant, que la politique reprenne ses lettres de noblesse, c'est-à-dire que le meilleur projet soit celui que le Congolais va accepter et
que la personne qui porterait ce projet dirige le pays. Je reviens à vous, M. Bangakia. On en vient au financement des dites élections. Ceci impose une réflexion profonde selon le président de la République. La CENI a besoin de 1,2 milliard de dollars américains pour financer le processus électoral, alors que le gouvernement a octroyé un budget de 500 millions de dollars américains que la capacité de mobilisation de recettes ne permet pas. Que dit le chef de l'État sur l'apport de partenaires internationaux à ce sujet? Suivez. Le financement du processus électoral nous impose une réflexion profonde. En effet, à ce jour, la CENI a communiqué à toutes les parties prenantes au processus électoral un budget équivalent en francs congolais à 1,2 milliard de dollars américains pour financer l'ensemble du processus électoral. Pour l'année 2016, le gouvernement a prévu dans le projet de loi de finances une enveloppe équivalent à 500 millions de dollars, soit moins de la moitié du budget précité, et avec pour contrainte de débloquer plusieurs dizaines de millions de dollars par mois, ce que la capacité de mobilisation actuelle des recettes ne permettent pas. Comment résoudre un tel dilemme? Ne peut-on pas engager dès à présent une réflexion sur un système électoral avec des modalités de vote peu coûteuses, comme c'est le cas dans d'autres pays? Comment allier deux impératifs majeurs, à savoir la démocratie et le développement, et éviter que le processus électoral ne soit en conflit ouvert avec nos efforts de développement? Le rôle de partenaires extérieurs dans le processus électoral mérite d'être examiné et clarifié. Comment rendre en effet la contribution des partenaires compatible avec le respect de nos lois et de notre souveraineté, partant de l'idée que les élections sont d'abord une question de politique interne et donc une affaire de souveraineté, à l'instar de ce qui se passe dans tous les pays du monde. Comment éviter que l'apport extérieur attendu n'ouvre grandement la porte à un droit d'ingérence ou d'interférence dans nos affaires intérieures? Question de souveraineté nationale. Quand les partenaires extérieurs mettent la main à la poche dans l'organisation des élections, c'est souvent sujet à des controverses. Après la proclamation des résultats, M. Bangakia, comment avez-vous accueilli ces propos du chef de l'État? C'est du réalisme politique. Vous voyez, les partenaires, certains veulent nous accompagner. Mais il ne vous échappe pas que les partenaires occidentaux, aujourd'hui, sont confrontés à d'énormes problèmes, notamment la lutte contre le terrorisme et bien d'autres problèmes qui leur sont propres. Et donc, il faut que nous cherchions des solutions qui ne sont plus de leur ressort, car on ne peut pas s'appuyer sur le voisin, on ne sait pas ce qui se passe chez lui. Donc là, nous rentrons dans la réalité politique. Et je suis heureux de constater que pour la CENI, nous avons désormais un président dont les compétences techniques ont fait consensus. Les questions électorales doivent quitter le domaine de la polémique, de la politique politicienne, pour revenir sur des questions techniques et de réalité, des réalités pratiques. Et la proposition du président de la République, ce sont des propositions de pragmatisme. Nous voulons continuer dans l'idéologie, dans le dogmatisme, ou bien nous remettons nos pieds sur terre et nous voyons les vrais problèmes. Monsieur Bangakia, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien avec vous. En 2 mots, qu'avez-vous retenu de ce discours de plus d'une dizaine de minutes que le chef de l'État a prononcé sur la tenue du dialogue en République démocratique du Congo? J'ai salué son esprit d'ouverture. C'est le comité préparatoire qui va faire en vérité les vraies propositions.
tout le monde y sera, majorité, société civile, opposition, donc il ne s'impose pas. Je salue particulièrement les mesures de grâce qui vont être incessamment signées envers certains acteurs politiques qui sont en prison. Et j'ai une pensée pour un ami, nous n'avons pas la même opinion politique, mais c'est un ami, Jean-Louis Caviro. Et surtout, j'ai senti le président de la République égal à lui-même, c'est-à-dire un homme de dialogue et de paix. Nous vous Je fais confiance certainement. aux opposants. Nous vous retrouverons certainement pendant les travaux de ce dialogue national. Merci Joseph Bangakia pour cet échange. Je rappelle que vous êtes président de Nouveau Républicains pour la Justice, énergie en sigle, et cadre de la majorité présidentielle. Vous étiez donc l'invité de ce journal. Environnement, l'enjeu est détaillé pour cette grande messe environnementale, ces assises qui devront aboutir à un certain nombre d'accords visant entre autres à définir les modalités pour parvenir à réduire massivement les émissions mondiales des gaz à effet de serre. Sera responsable du réchauffement climatique. À en croire les scientifiques, il faut diviser ces émissions par 2 d'ici à 2050 et atteindre ainsi le niveau zéro avant 2100. C'est évidemment un objectif à atteindre en République démocratique du Congo, notamment grâce à une utilisation optimale de la biodiversité. Pour la RDC, deuxième poumon mondial de par sa forêt, les acteurs environnementaux du Nord Kivu procédaient samedi à un plaidoyer pour la prise en compte des efforts conjugués par la RDC dans cette lutte contre les réchauffements climatiques. Dans ces assises de la COP 21 qui s'ouvrent demain à Paris, ils en appellent à la non-exploitation du pétrole dans le parc de Virunga. À quelques jours de la tenue de la grande messe climatique de Paris, celle qui déterminera l'avenir climatique de la planète pour les décennies à venir, Environews a organisé une matinée d'échange avec les journalistes du secteur de l'environnement et les partenaires au développement. Objectif, mieux cerner les préoccupations de la RDC dans le secteur environnemental. Inclure la RED dans l'accord de Paris comme un mécanisme financier d'incitation en vue de récompenser les efforts des pays forestiers tropicaux comme la RDC dans l'atteinte des bénéfices carbone et des bénéfices non carbone, ce qui donnerait un signal politique très fort de la part de la communauté internationale. Les négociations s'annoncent assez complexes, d'où la mise en œuvre efficace d'un dispositif de sécurité pour la France dans cette conférence. Pour la COP 21, des mesures de sécurité qui étaient déjà exceptionnelles ont été encore renforcées par la France. On apprend que les personnels de sécurité visibles et non visibles ont été multipliés par 2. C'est des dizaines de milliers de personnes qui sont impliquées pour assurer la sécurité, pour que le monde puisse s'engager pour non pas ramener la température à 2 degrés, c'est empêcher qu'elle continue d'augmenter au-delà de 2 degrés à travers le monde. Les besoins en financement de la contribution prévue, déterminée au niveau national de la RDC, s'élèvent à 21,622 milliards de dollars américains pour la mise en œuvre des initiatives d'atténuation et de mesures d'adaptation sur la période 2021 à 2030. Merci de votre fidélité renouvelée. Plus d'infos au www.ben-tv.com. Excellent début de semaine à tous avec une santé de fer en notre compagnie. À bientôt. Effectivement, c'est moi qui suis mis en avant parce que c'est moi qui ai la carrière la plus avancée.
avez annoncé qu'on parlait de la célébration. Au-delà de ce que vous donnez aux Quinois sur place, il y a eu un impact. Il y a un titre qui retient un peu beaucoup plus mon attention, c'est 4 minutes. Oui, moi. Avec les nouvelles gammes de forfaits Internet 3G+ d'Orange, la gamme EasyNet, la gamme Acronet et la gamme HappyNet, vous bénéficiez désormais de plus de 50% de volume, jusqu'à 30% de bonus à l'activation et d'une réduction des prix pour surfer plus vite et plus longtemps. Waouh, je kiffe. Je peux faire des téléchargements, je peux faire des recherches sur le net pour mes TP, je peux écouter de la musique et partager tout ceci avec les autres étudiants. Oh, c'est super! Les offres Internet d'Orange, c'est plus de volume à moindre coût. C'est l'Internet comme je l'ai. Avec la vitesse de la 3G plus Orange, j'ai trop d'avance sur les voisins. Ah bon? Bah oui, WhatsApp, Facebook, YouTube. Pour activer, tapez étoile 101 étoile 3 dièse. N'oubliez pas, chez Orange, la qualité et le volume des forfaits sont réels. La solution. Nous utiliserons désormais une méthode de contraception. Pour une vie saine et prospère, espacez les naissances en utilisant une méthode de contraception moderne. Nous disons oui au dialogue pour l'unité de notre pays. Quand le dialogue va d'avant, vraiment na kati na bwana wakutombola jituka jetu ja Kongo bwana diye kumpala bwana tekana twenze mudi mubili dialogue ekota pona bolamu ya mboga na biso twende mu dialogue congolais wote. Oui, les élections apaisées, le dialogue c'est la seule solution. Une histoire?